Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire intitulé Stratégie et perspectives pour les cryptos en 2022 avec Joris Zana. Je suis Mavakala Rudy Manizao, New Business Consultant chez IG Bank en Suisse et c'est avec un grand plaisir que je vais vous accompagner pour cet événement. Nous désirons que ce webinaire soit le plus interactif possible, alors n'hésitez pas à poser vos questions dans la section prévue à cet effet ou directement dans le chat. Joris y répondra soit au fur et à mesure, soit à la fin du webinaire. Avant de commencer, je vous invite à consulter cette note liée au risque du trading. Il est très important d'en prendre connaissance. Je vous laisse donc un instant pour le faire. Avant de laisser la parole à Joris, je vais prendre quelques instants pour vous présenter le groupe IG. Le groupe IG a été créé dans les années 70. Il est coté sur le FTSE 250. Sa capitalisation est à hauteur de 3,2 milliards de pounds. Il y a plus de 2000 personnes qui travaillent et puis nous avons des bureaux dans plus d'une quinzaine de pays avec une présence dans tous les grands centres financiers à travers le monde. Je vous propose de faire un petit zoom sur la Suisse, donc sur IG Bank. Depuis 2014, notre banque s'est largement développée. Nous sommes au bénéfice d'une licence bancaire FINMA, ce qui veut dire que nous respectons strictement les normes les plus élevées de l'industrie bancaire suisse. Et l'argent que vous déposez dans notre banque bénéficie du plus haut niveau de protection car nous sommes membres d'ESI Suisse. Nous avons deux bureaux en Suisse, un à Genève, rue du Rhône, et un autre à Zurich, Paradeplatz, dans lesquels nous sommes ravis de vous rencontrer. Je vais maintenant vous présenter tous les avantages de traiter avec IG Bank et concrètement, pourquoi choisir IG Bank. Nous avons une palette de produits synthétiques très large et nous sommes les leaders suisses des CFD. Via les CFD, vous pouvez traiter plus de 17 000 valeurs. De plus, nous proposons une liquidité excellente, une exécution de premier ordre sur vos tradings, des spreads et commissions très compétitifs, un service client réactif qui fonctionne en 24/7. C'est-à-dire que quand nos bureaux sont fermés, il y a toujours quelqu'un de joignable pour vous aider et répondre à vos questions, et ceci dans votre langue. Nous vous proposons une technologie de pointe via notre plateforme de trading qui est aussi disponible en application mobile. La plateforme est très intuitive, il y a beaucoup de fonctionnalités et puis vous avez la possibilité de pouvoir vous familiariser à notre plateforme en souscrivant à un compte démo. Nous proposons aussi d'autres systèmes d'exécution tels que L2 ou des systèmes tiers comme MT4 ou Pro Realtime. Et finalement, nous proposons une plateforme éducative pour améliorer les connaissances en trading de nos clients. Ceci est fait via des cours online ou des webinaires tels que celui auquel vous allez assister dans quelques instants. Si vous souhaitez tester ce service hors pair, vous trouvez toutes les informations sur la page qui s'affiche en ce moment sur vos écrans. Et je me ferai un plaisir de vous accompagner lors de l'ouverture de votre compte ou pour répondre à vos questions. Nous sommes aussi présents sur les réseaux sociaux et nous y publions tous les jours une revue quotidienne des marchés. Cette revue vous permet en 2 minutes d'avoir une vue d'ensemble rétrospective de ce qui s'est passé sur les marchés. Tous les mois, en plus, nous envoyons une chronique mensuelle à nos clients. D'ailleurs, j'invite vivement celles et ceux qui sont déjà clients à la consulter. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps et je donne la parole à Joris qui va nous partager son analyse sur les stratégies et perspectives pour les crypto-monnaies en 2022. À toi, Joris. Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour un nouveau webinaire autour des crypto-monnaies. Alors, sans plus attendre, je vais partager avec vous mon écran. Parfait, j'espère que tout le monde voit mon écran. Très bien, alors, ravi de vous retrouver pour un nouveau webinaire, cette fois-ci concernant les crypto-monnaies. Pas mal de choses à dire. Cette émission va s'organiser en deux parties. La première, on va un peu revoir les événements récents qui ont fait un peu bouger les cryptos, notamment la corrélation qu'on a de plus en plus avec les marchés traditionnels et surtout le Nasdaq. Ensuite, on va essayer de voir un peu les stratégies qu'on peut mettre en place sur différentes cryptos, connaître
un peu celle qui devrait logiquement surperformer, car c'est vrai qu'aujourd'hui, il existe une multitude de crypto-monnaies, plus de 10 000, mais malheureusement, il faut savoir bien chercher pour trouver celles qui tirent leur épingle du jeu, selon notamment les différentes thématiques. Pour rappel, l'année dernière, on a eu des thématiques clés qui s'articulaient autour du métaverse, des NFT, du gaming, de la finance décentralisée. Donc, si vous avez un portefeuille crypto-monnaie, comme en bourse, il est très important de se diversifier, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier pour placer justement ses billes un peu sur les thématiques clés qui devraient continuer d'animer le marché en 2022 puis dans les années à venir, et surtout profiter de cette diversification pour aller chercher de la performance derrière. Alors, pour commencer, on constate très clairement qu'on a une adoption assez importante d'un point de vue des crypto-monnaies. Ici, vous avez justement le nombre d'utilisateurs Internet par rapport aux cryptos. Donc, certains comparent justement les cryptos avec l'ère d'Internet en disant que les cryptos aujourd'hui sont le Web 3.0. Et effectivement, on est rentré dans une nouvelle ère technologique et on a une adoption de plus en plus importante, que ce soit des particuliers ou même des investisseurs professionnels. Donc là, ce qui est important de remarquer très clairement, c'est que par exemple, si on prend en 2017, vous voyez qu'on avait à peine 10 millions d'utilisateurs. Et c'était essentiellement le retail, c'était les particuliers. Beaucoup de crypto-monnaies ont explosé durant 2017-2018. Derrière, on a connu une bulle assez importante, suivie d'un effondrement et le choc, le crack des marchés, en tout cas lié au Covid-19, a permis un peu de faire renaître les crypto-monnaies, puisqu'on a eu quand même pas mal d'investisseurs pros, notamment des sociétés qui se sont quand même intéressés aux crypto-monnaies, dont Michael Saylor, MicroStrategy, Elon Musk pour Tesla, Square, le PDG de Twitter, bref, on a eu vraiment pas mal d'acteurs, en tout cas importants de la tech, qui ont décidé vraiment de s'intéresser aux crypto-monnaies et de pouvoir, en tout cas, les utiliser quotidiennement. Ensuite, derrière, on a quand même eu, à la fin de l'année 2021, effectivement, Facebook, qui derrière a même renommé son entreprise en Meta, qui a, lui, décidé de développer, même d'investir massivement dans les mondes virtuels, un peu à la Ready Player One, si vous avez vu le film, dans le métaverse. Donc là, on a vraiment un engouement qui prend de plus en plus de place et de force dans le monde des cryptos. Et actuellement, on estime qu'on a à peu près, comme vous pouvez voir sur ce graphique, 200 millions d'utilisateurs. Et ce chiffre devrait logiquement continuer de grandir, de croître. On estime, on prévoit qu'il y aura quasiment 1 milliard d'utilisateurs de crypto-monnaies en 2026, voire 2027. Donc, il s'agit quand même d'une multiplication par 5 par rapport aux estimations actuelles d'environ 200 millions d'utilisateurs de crypto-monnaies. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'on suit très clairement la courbe, en tout cas le nombre d'utilisateurs par rapport à l'ère d'Internet. Donc effectivement, Internet, quand c'est sorti au tout début, il y avait beaucoup de réticences, les gens ne comprenaient pas vraiment à quoi ça pouvait servir, dans quel but. Et c'est un peu ce qu'on a eu autour des crypto-monnaies. On a eu beaucoup de réticences, beaucoup de personnes qui nous disaient que les crypto-monnaies, surtout le Bitcoin, servaient essentiellement à financer le terrorisme, des activités criminelles, ce genre de choses. Et aujourd'hui, force est de constater que plusieurs entreprises, au final, s'intéressent, accordent du marketing aux crypto-monnaies pour développer ce marché et même prendre des parts de marché. Que ce soit justement dans le métaverse, on voit actuellement par exemple Carrefour, des grands rappeurs du style Snoop Dogg qui ont décidé d'investir pareil dans le métaverse, d'acheter des parts de terrain virtuels, de l'immobilier virtuel, bref, on a vraiment
pas mal d'acteurs qui aujourd'hui ont décidé de se positionner et d'investir massivement. Donc, ce graphique montre vraiment que c'est un marché qui est encore récent, très clairement. On le voit de toute façon avec la volatilité quand même très impressionnante, mais c'est un marché qui, à mon avis, a besoin de mûrir, de croître, de prendre en maturité pour justement qu'on ait une adoption un peu plus générale. Ici, vous avez un graphique qui représente le top 10 des crypto-monnaies en 2013 et en 2021. Et on voit très clairement l'évolution et le chemin qui a été parcouru en l'espace de quasiment 8 ans sur les cryptos. Globalement, l'arène des crypto-monnaies, le Bitcoin, n'a jamais été détrôné, que ce soit en 2013 ou en 2021. Ce classement est fait par capitalisation boursière. Donc, actuellement, le BTC, il me semble, est aux alentours de 800 milliards. Par conséquent, le BTC n'a jamais été détrôné. Ensuite, on est quand même collé avec l'Ethereum qui est arrivé un peu plus tard, en 2015, surtout l'Ethereum, mais globalement, lui aussi n'a jamais été détrôné de la deuxième position avec une capitalisation boursière autour des 300, 330 milliards. Et ce qui est intéressant de noter, c'est derrière tout le reste qui finalement a disparu ou a été relayé au second plan et toutes les nouvelles cryptos qui ont justement su tirer leur épingle du jeu via leur blockchain, via leur technologie, et qui se sont hissés dans le top 10. Donc là, très clairement, autant on avait, comme je vous le disais, Bitcoin, XRP, Ethereum, et pourquoi pas Litecoin, qui ont plutôt bien résisté aux années, mais derrière, on a eu de nouveaux arrivants, notamment Tether pour le stablecoin, Binance Coin, Solana, qui est une des cryptos qui a le plus performé en 2021, Cardano aussi, XRP qui a, comme vous le savez sûrement, pas mal chuté, notamment lié à son procès judiciaire avec la SEC. Donc, pareil, on attend un dénouement, notamment cette année. Effectivement, si XRP gagne ou sort par le haut de ce procès, ça pourrait changer pas mal de choses sur la régulation d'un point de vue des crypto-monnaies. Et à mon avis, elle pourrait même retrouver une place, enfin en tout cas retrouver sa place sur les 3 premières places du podium. Enfin, Avalanche et Luna. Ici, on avait Polkadot. Donc, très intéressant de voir en fait à quelle vitesse évolue ce monde des cryptos. Tout va très vite dans les crypto-monnaies aujourd'hui. Et les champions d'hier ne seront pas forcément les champions de demain. À part le BTC et l'Ethereum, qui pour l'instant ne sont pas prêts d'être détrônés, étant donné vu leur capitalisation boursière, mais on n'est pas à l'abri, tôt ou tard, d'un flippening, justement, comme on dit dans le jargon, que Ethereum dépasse le Bitcoin. Car là même, actuellement, si on compare un peu les deux crypto-monnaies, on regarde, on voit très clairement que Ethereum surperforme le BTC. Et Ethereum a même surperformé le BTC en termes de performance en 2021. Donc, prise de recul, un graphique qui permet justement de se dire qu'il est important d'effectuer des recherches, de s'informer régulièrement sur les crypto-monnaies, car tout va très vite. Et comme je vous le disais, si certains d'entre vous ont investi dans les crypto-monnaies dans le top 10 en 2017, eh bien, aujourd'hui, on a des nouveaux arrivants qui proposent des solutions innovantes, que ce soit dans le gaming, que ce soit dans la défi, qui n'existaient pas auparavant. Et à mon avis, dans quelques années, on aura encore d'autres crypto-monnaies qui pourraient arriver et proposer d'autres thématiques. Donc, autour de ce webinaire que je vais vous présenter, j'ai vraiment envie de vous parler des thématiques clés qui ont drivé les marchés en 2021 et qui devraient logiquement continuer, en tout cas, d'attirer de nouveaux investisseurs sur les prochains mois. Là, pareil, prise de recul finalement aussi dans le top 20. Si on regarde 2017 à 2022,
Donc, comme je vous le disais, en 2017, c'était vraiment la bulle autour des crypto-monnaies. Le Bitcoin avait atteint les 20 000 $. Donc, ici, vous avez vraiment le top 20 en 2017 et aujourd'hui, le top 20 en 2022. Donc, force est de constater, encore une fois, que oui, bien évidemment, on retrouve Bitcoin, Ethereum, Cardano, Ripple, Litecoin, mais beaucoup ont pris des parts de marché via notamment différents protocoles, que ce soit Chainlink dans le monde des oracles, Uniswap sur la DeFi, Polygon, Avalanche, comme je vous le disais, Polkadot et les deux dernières qui sont vraiment montées en flèche, donc Binance et Solana. Et peut-être que dans 3 ans, ce top 20 sera amené une nouvelle fois à changer, très clairement. Mais on a un marché qui commence peu à peu à prendre en maturité, à grossir aussi en termes de capitalisation boursière. Et donc, je pense que au bout d'un moment, ça va finir par se stabiliser. Certains, comme je vous le disais, vont, à mon avis, prendre des parts de marché, gagner certaines places, mais on n'est vraiment pas du tout dans le même contexte qu'en 2017. En 2017, on était vraiment dans un marché où on ne savait pas trop ce que c'était. Beaucoup disaient c'est une révolution, il faut investir dedans. On était vraiment sur de la spéculation dans le sens où on achetait potentiellement des histoires intéressantes sur ces projets, mais il n'y avait rien de concret derrière. En tout cas, pas encore. Alors qu'aujourd'hui, effectivement, on a beaucoup de altcoins qui sont arrivés et qui ont quand même fait des levées de fonds très importantes, qui proposent des structures complètes, des possibilités via leur crypto justement d'acheter, comme je vous le disais, soit des terrains virtuels, d'acheter des NFT. Donc là, on est vraiment sur quelque chose en 2022 déjà de plus concret, de terre à terre, avec pas mal de développeurs, ce qui fait que le sentiment que le marché finalement commence doucement à croître, à prendre en maturité, même si, encore une fois, il faut laisser du temps au temps. On a un marché toujours volatile et je pense en tout cas qu'avec les années et les mois à venir surtout, et surtout avec le nombre d'investisseurs professionnels qui rentrent sur ce marché, on devrait logiquement assister à un peu moins de volatilité sur les crypto-monnaies. Maintenant, j'ai envie qu'on revienne un peu sur les événements qui ont un peu fait tanguer les crypto-monnaies récemment. Donc effectivement, en 2017, même avant 2017, les crypto-monnaies, le Bitcoin faisait son bout de chemin de son côté et n'était pas vraiment corrélé au marché traditionnel. Et là, forcément, on constate qu'on a une corrélation de plus en plus importante avec les marchés traditionnels et notamment le Nasdaq. Donc, plusieurs phénomènes ont un peu drivé la hausse des crypto-monnaies. C'est la politique monétaire, le robinet des liquidités ouvert pendant 18 mois. Pour rappel, les banquiers centraux ont quand même injecté 10 000 milliards de liquidités sur les marchés en l'espace de 15 mois. Donc forcément, ils ont un peu envoyé les marchés sur la Lune, mais aussi les crypto-monnaies. Donc tout le monde voulait participer à la fête et que ce soit les entreprises qui ont réalisé des profits énormes, ont pris aussi des parts de marché sur les crypto-monnaies et on a en fait l'impression que le Bitcoin, c'est un peu du Nasdaq en levier x2. Effectivement, on a quand même une certaine corrélation assez importante. Quand le Nasdaq corrige, le Bitcoin corrige, mais quand le Nasdaq perd 10%, le BTC, lui, en perd 20%. Donc voilà pourquoi je vous dis, on a un sentiment, si vous voulez, que le Bitcoin, actuellement, on n'a pas une corrélation de 1 pour 1, mais on a quand même une légère corrélation avec le Nasdaq, que c'est du Nasdaq avec du levier. Et surtout là, récemment, la corrélation est quand même assez frappante, car depuis que le Nasdaq a engendré une baisse de plus de 15%, le BTC, lui, a quand même perdu 45%. Donc là, pareil,
des événements, en fait, qui nous indiquent que ce marché commence doucement à prendre de la maturité dans le sens où il devient corrélé au marché traditionnel. Et surtout à la politique un peu que va mener et que vont mener les banquiers centraux, mais notamment la Fed. Car effectivement, qui dit hausse des taux, dit aussi réduction du bilan et donc potentiellement un assèchement des liquidités derrière. Et donc ça, on a des investisseurs qui commencent doucement un peu à prendre leurs bénéfices et à se retirer du marché. Donc là, voilà les événements actuellement qui ont impacté, en tout cas depuis le début de l'année, mais ça a surtout commencé à partir de fin novembre sur le BTC, les événements qui ont impacté aussi les crypto-monnaies. On a finalement, je viendrai juste après derrière, mais est-ce que le Bitcoin est une valeur refuge? Est-ce que le Bitcoin est une protection contre l'inflation? Finalement, actuellement en tout cas, le Bitcoin ne répond pas à ces critères-là. En tout cas, en cas de valeur refuge, pas sur les crises géopolitiques, si vous voulez mon avis. Je vais vous montrer un graphique juste après, puisqu'on compare souvent le Bitcoin à l'or, et on dit le Bitcoin pourrait devenir un or numérique. Effectivement, peut-être que dans les années à venir, en tout cas, on pourrait avoir un nouvel or, et ce serait un or numérique qui s'appellerait Bitcoin. Mais actuellement, si on regarde ce qui se passe sur les marchés, la corrélation entre le Bitcoin et le gold, eh bien, elle est négative depuis le mois de novembre aussi. Donc, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a eu une corrélation, vous voyez, elle n'est pas énorme, elle est seulement de 0,25. On a quand même eu une corrélation pendant quelques mois entre le Bitcoin et l'or. Et depuis fin novembre, avec la chute des valeurs technologiques qui a débuté début décembre, on a vraiment une décorrélation, très clairement. Et donc, il semble, en tout cas, que le Bitcoin ne soit pas une valeur refuge en cas de crise géopolitique. Puisque là, actuellement, ce qui drive les marchés et ce qui a permis à l'once d'or de décoller, c'est effectivement la crise en Ukraine. Le Bitcoin a même chuté sous les 37 000 $, alors qu'actuellement, l'once d'or, vous voyez, il est passé de 1800 à 1910 $. Donc, actuellement, justement, on a une corrélation négative entre l'once d'or et le Bitcoin. Donc, dire que le Bitcoin est une valeur refuge, finalement, c'est un peu trop tôt encore pour avancer ce genre de propos ou ce genre de discours. Pareil, on disait à peu près la même chose pour l'inflation. Finalement, le Bitcoin a quand même bien reculé malgré une inflation toujours aussi élevée, que ce soit aux États-Unis, en zone euro ou un peu partout dans le monde. Donc, un marché encore qui, comme je vous le disais, a besoin de prendre de la maturité. Et j'ai envie de dire aussi que une valeur refuge, généralement, c'est une valeur qui, en cas de secousse, ne perd pas 10, 20, 30 ou 40% de sa valeur en seulement quelques semaines. Effectivement, on peut avoir dans des flash cracks des prises de bénéfices sur les métaux précieux comme le gold pour justement venir compenser les appels de marge. Et là, malgré la récente chute qu'on a eue sur le S&P 500, qui est en chute de plus de 10% depuis ses sommets, le Dow Jones ou le Nasdaq, bon, l'once d'or a plutôt bien résisté globalement, alors que le Bitcoin a quand même bien souffert durant la baisse. Pour rappel, on avait une capitalisation boursière de 3 000 milliards de dollars actuellement. Et cette capitalisation boursière, depuis novembre, a fondu de quasiment 50%. Donc là, actuellement, la capitalisation boursière s'est évaporée de 50% et on est aux alentours de 1500 milliards, 1600 milliards. Donc, pareil, j'ai du mal un peu avec ce concept, dans l'immédiat en tout cas, de dire effectivement ce sont des valeurs refuges. Non, ce sont pour moi des investissements liés en tout cas à de la tech.
peut-être que le Bitcoin derrière pourrait servir, étant donné qu'il a été précurseur un peu d'étalons et de valeurs refuge dans les mois, voire plutôt dans les années à venir. Mais actuellement, comme je vous le disais, généralement, les valeurs refuges, ce sont des actifs où les investisseurs aiment bien aller pour éviter de subir, logiquement, la baisse des marchés. Et là, très clairement, le Bitcoin subit de plein fouet la politique monétaire de la Fed, donc le resserrement monétaire à venir, et les tensions en Ukraine avec les risques d'une invasion russe. Toutefois, il ne faut pas regarder que le Bitcoin. C'est certes le précurseur, c'est certes le Bitcoin qui va quand même driver un peu le marché, dans le sens où on parle de dominance sur le marché, et actuellement, il me semble, la dominance du BTC est autour de 41%. Donc, on a quand même une dominance assez écrasante de la part du Bitcoin, mais on a des thématiques. Et ce qui est intéressant de noter, c'est, comme je vous le disais, de diversifier son portefeuille et surtout de s'intéresser aux thématiques qui ont généré de la performance et qui intéressent et intéresseront les investisseurs dans les mois à venir, quand le marché repartira. Et là, globalement, ici, vous avez en bleu le Bitcoin et ici, les performances dégagées par les autres thématiques, que ce soit la DeFi. Donc la DeFi, ça va être tout ce qui va être le prêt-emprunt, le stacking, notamment. Donc on parle de finances décentralisées, les assurances. Donc ça, c'est vraiment une thématique très innovante, je trouve, mais qui a bien profité durant l'année 2021 et a été confronté, si vous voulez mon avis, au problème actuellement de régulation de la part des institutions financières, que ce soit la FEC, la BCE. Et effectivement, ça pourrait proposer, enfin, ça pourrait bloquer sur certains aspects, notamment qu'on voit le stacking actuellement sur certaines crypto-monnaies avec des rendements quand même juste hallucinant. On peut quand même atteindre des rendements juste en stackant de crypto-monnaies de 10, peut-être un peu moins, je dirais 5, 10, et certaines atteignent même entre 15 et 20%. Donc, effectivement, des rendements quand même alléchants qu'on peut retrouver sur la DeFi. Ensuite, le métaverse, très clairement, et les smart contracts. Donc là, les smart contracts, effectivement, notamment sur Ethereum, et derrière, les métaverses. Donc là, je referai un gros point derrière. Donc c'est très clairement les métaverses et les NFT qui ont explosé fin 2021 et on continue d'en parler encore aujourd'hui. La DeFi, comme je vous le disais, c'est un aspect très intéressant, mais il va falloir un peu déverrouiller les cadenas d'un point de vue de la réglementation et de la régulation. Voilà pourquoi on a eu vraiment ici une grosse surperformance de la DeFi. Et derrière, c'est un peu retombé, étant donné qu'on a été confronté notamment à des barrières imposées par certaines institutions, grandes institutions financières. Autant sur tout ce qui touche le métaverse, le gaming, les smart contracts, là, on a moins de barrières. Et effectivement, vous voyez que c'est quand même des secteurs qui continuent de surperformer. Et là, on le voit très clairement. Donc, le métaverse, selon moi, reste l'un des secteurs, si vous décidez d'investir sur les crypto-monnaies, à privilégier, étant donné, comme sur les marchés actions, le but est d'aller là où il y a de la surperformance. Donc, chercher les valeurs qui surperforment. Donc, même principe que pour le marché action, que pour les marchés traditionnels. On a, selon les rotations sectorielles, des valeurs qui sortent du lot, qui surperforment. Et là, actuellement, dans un marché de gros range, on fera le point dans la partie technique, eh bien, il faut trouver les coins qui enregistrent quand même des performances positives depuis le début de l'année.
Ici, vous avez justement une roadmap du métaverse. Alors, je ne vais pas toutes les faire. Les cryptos, je vais en évoquer quelques-unes, mais en tout cas, n'hésitez pas à prendre une photo si vous voulez avoir une vision globale, à peu près, de toutes les cryptos qu'on peut retrouver dans le métaverse et surtout les grandes cryptos qui ont très clairement surperformé. Donc, je vais en prendre quelques-unes. Ici, ça va être par exemple Eternity. Donc Eternity, ça va un peu proposer des NFT, que ce soit des cartes. On a eu la collection notamment avec Messi, si je ne me trompe pas, c'était avec Eternity, avec des joueurs aussi de basketball. Donc là, ça va un peu toucher au métaverse, mais aussi au NFT. Donc Eternity Chain. Ici, on a UOS, Ultra, pour celles et ceux qui connaissent cette crypto-monnaie. Ça devrait parler aux gamers, celles et ceux qui utilisent un peu Steam, une application sur PC pour pouvoir télécharger des jeux et jouer. Eh bien, si vous voulez, Ultra, c'est à peu près la même chose que Steam, mais en décentralisé. Donc pareil, c'est un token qui a très bien performé en 2019, 2020, enfin surtout en 2020 et en 2021. Donc ça, pareil, des tokens autour justement du gaming. Ensuite, on a eu The Sandbox avec, si je la trouve ici, Decentraland, Mana Decentraland. Donc les terrains virtuels. Et effectivement, voilà, ici, Decentraland. Donc, Decentraland et The Sandbox, c'est les cryptos qui ont véritablement explosé suite aux annonces de Mark Zuckerberg d'investir dans le métaverse. Donc Decentraland, c'est tout simplement des terrains virtuels comme The Sandbox. Et The Sandbox, on va plutôt acheter des parcelles et c'est un peu un Sims en réalité virtuelle, si vous voulez. Donc on a déjà plusieurs gros acteurs qui ont acheté des bouts de terrain, des parcelles dans The Sandbox. Je pense à Nike, je pense à Carrefour. Il me semble qu'il y a eu un partenariat avec Adidas, avec des rappeurs, comme je vous le disais, par exemple Snoop Dogg, qui a prévu de faire des concerts carrément dans ce monde virtuel. Donc, plusieurs cryptos qui proposent, si vous voulez, des aspects différents du métaverse. Donc, que ce soit via des terrains virtuels, comme Decentraland, Sandbox, via des NFT ou du gaming, Ultra ou Star Atlas, actuellement, qui est un des gros jeux qui pourrait révolutionner. On a aussi Engine, j'ai oublié de parler de ce coin, Engine qui a bien performé aussi, qui est dans le gaming, et un coin justement qui a fait beaucoup parler de lui, c'était les Axie, un peu comme les CryptoKitties. Si cela vous parle, c'était, il me semble, fin 2017, début 2018, sous Ethereum. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, c'était un peu des chats qu'on pouvait fusionner entre eux, un peu comme dans Pokémon, et les personnes s'amusaient à se les échanger, et c'était parti à des prix juste hallucinants. Les Axie, c'est à peu près pareil, je n'y ai jamais joué, mais le but, c'est de monter une armée et de faire combattre un peu ces petits monstres entre eux. Et effectivement, c'est un token qui a très bien performé. Donc là, pareil, en gros, voilà la roadmap actuelle. Bien évidemment, ça ne référence pas tout le métaverse, mais j'ai voulu sélectionner, selon moi, en tout cas, les crypto-monnaies ou les coins liés à du gaming qui sortent du lot, en fait, tout simplement, qui ont surperformé et là où il y a le plus de développeurs et qui communiquent bien évidemment bien et qui sont en train de construire aussi quelque chose d'intéressant en signant des partenariats à droite, à gauche avec plusieurs acteurs ou investisseurs. Donc voilà un peu la grande map actuellement si vous voulez investir dans le thématique lié au métaverse. Maintenant, on a les plateformes blockchain. Donc, je ne vais pas toutes les citer, mais selon moi, il faut s'intéresser encore une fois aux plus grandes plateformes.
Comme je vous le disais, il existe 10 000 à peu près crypto-monnaies, mais dans quelques années, à mon avis, un jour on aura une énorme purge et ça va faire une sélection et on va sélectionner, et il restera que les meilleurs grains. Et là actuellement, les meilleurs grains, selon moi, ce sont ces plateformes blockchain comme Solana, Avalanche, Elrond, Polkadot, le Bitcoin et surtout l'Ethereum et le Cardano. Donc bien évidemment, aujourd'hui, on a un peu une guerre sur tout ce qui est la scalabilité et les transactions. Donc la vitesse, très clairement, et les frais de transaction. Le problème qu'on rencontre sur Ethereum, c'est l'une des plateformes blockchain où on a beaucoup d'applications qui se construisent dessus, notamment de la DeFi et du gaming, mais on a le réseau qui commence à être saturé. Donc, voilà pourquoi Ethereum, on attend surtout la mise à jour 2.0 pour désengorger un peu le réseau. Le problème derrière, ce sont les frais. Et les frais de transaction ont aussi explosé. Et donc ça dérange un peu les utilisateurs assez actifs qui préfèrent basculer sur d'autres blockchains avec une scalabilité assez importante et surtout des frais de transaction relativement faibles. Voilà pourquoi Solana, notamment, a su tirer, enfin, s'est relativement démarqué au cours de l'année 2021, notamment par sa vitesse de transaction. Effectivement, qu'on voit la vitesse de transaction par rapport à Ethereum, ça n'a rien à voir, mais aussi le fait qu'il utilise la Proof of History, alors que la plupart des autres blockchains utilisent la Proof of Work. Donc ça, c'est pareil, un nouveau consensus qui est arrivé, et Solana, justement, derrière, a su tirer profit de la Proof of History pour attirer de plus en plus d'investisseurs. Donc derrière, en fait, si vous voulez, sur ces blockchains, on a eu très clairement, au cours de l'année 2022, une montée en puissance de Solana, Avalanche, Polkadot, pareil. Polkadot, ça reste une blockchain très intéressante, mais qui doit encore finaliser, je dirais, pas mal de choses. On a eu Elrond aussi, mais qui a eu des soucis sur son DEX Maillard. Donc là, pareil, on attend un peu de nouvelles mises à jour sur le DEX Maillard. Mais globalement, ce sont ces blockchains-là où se construisent actuellement le plus de projets, que ce soit dans le gaming, dans le métaverse ou le NFT, ou même la finance décentralisée. Donc, si vous voulez, vous avez les plateformes blockchain et à l'intérieur, vous avez les écosystèmes qui vont se construire dessus. Bien évidemment, il existe plusieurs plateformes de blockchain. Néanmoins, j'ai préféré, encore une fois, faire un tri assez drastique pour sélectionner, selon moi, les meilleures blockchains actuellement. Comment je les sélectionne? D'une part, en termes de capitalisation. Effectivement, il existe plein d'autres plateformes de blockchain, mais s'il n'y a personne dessus, en quelque sorte, elles servent à rien. Donc là, le fait qu'elles aient ici toute une capitalisation boursière assez importante montre aussi qu'il y a un intérêt de la part des investisseurs, particuliers comme professionnels. Ensuite, le deuxième élément à prendre en compte, étant donné qu'on est dans de la tech, c'est le nombre de développeurs ici. Comme vous pouvez le voir, vous avez la capitalisation boursière. Ici, on a quand même plusieurs blockchains. Vous voyez, je ne les ai pas toutes présentées, mais on retrouve Elrond, Cardano, Solana, Ethereum. Actuellement, on a aussi Atom, par exemple. Il y en a d'autres. Donc, un classement par capitalisation boursière, ce qui me paraît assez logique, et surtout par rapport au nombre de développeurs actifs. Ça aussi, c'est très important, car on a quand même une concurrence assez importante entre les différentes blockchains. Et en tout cas, il est très important d'avoir d'excellents développeurs pour ne pas perdre et ne pas donner de part de marché à d'autres concurrents. Donc,
Voilà un peu comment je trie, si vous voulez, les plateformes de blockchain actuellement par la capitalisation boursière. Forcément, plus il y a d'utilisateurs, plus il y a un nombre d'acteurs important, plus la capitalisation boursière devrait continuer de croître, comme c'est le cas actuellement pour l'Ethereum, comme je vous le disais. On est quand même ici, les autres cryptos sont quand même très loin derrière. On a BTC, il me semble, qui était à 800 milliards ou 750 milliards. L'Ethereum, qui est à 333 milliards. Et derrière, c'est une Binance Coin, je crois, qui a 70 milliards. Donc il y a quand même un gros gap encore à franchir avant de rattraper Ethereum en termes de capitalisation boursière. Donc pareil, gardez en tête les projets, en tout cas les blockchains où vous avez une bonne communication, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans la presse, mais aussi en termes de développement. Car si en 2017, c'était un peu, on avait un white paper, on lisait le white paper et on se disait effectivement, chouette, sur le papier, le projet a l'air sympa, ça a l'air innovant, mais au final, derrière, il n'y avait absolument rien. Il n'y avait pas de développeurs, ce qui explique pourquoi on était un peu dans cette bulle, c'est que sur le papier, ça paraissait fabuleux, mais quand on grattait un peu, finalement, il n'y avait absolument pas de développeurs, on avait juste un white paper et on investissait un peu sur du vent. Alors qu'aujourd'hui, effectivement, on a quand même une montée en puissance des développeurs qui souhaitent travailler dans ces blockchains-là pour développer justement cet écosystème qui est en pleine croissance. Donc, on a vu le métaverse, on a vu les blockchains qui accueillaient actuellement le plus d'écosystèmes pour se développer, que ce soit dans la DeFi, le gaming ou le métaverse. Ici, maintenant, nous avons justement ces écosystèmes qui sont construits sur les différentes plateformes. Donc là, pareil, j'en ai noté quelques-unes. Ce graphique, malheureusement, date un peu de l'année dernière, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Je reviendrai, j'ai un deuxième graphique sur Solana aussi et Ethereum juste après. Mais en gros, voilà, ici vous avez votre blockchain, que ce soit votre plateforme de blockchain, que ce soit Ethereum, Cosmos, Polkadot, et les projets derrière qui se construisent, en tout cas dessus, que ce soit notamment autour de la DeFi. Donc là, on va retrouver très clairement sur Ethereum, par exemple, Uniswap, Chainlink, on a tous les stablecoins, que ce soit le Tether, l'USCoin. Sur Polkadot, malheureusement, il n'y a pas beaucoup là actuellement d'écosystèmes que je connais sur Polkadot, mais ça vous donne une vision à peu près globale. Et en fonction des caractéristiques que proposent ces différentes plateformes, lesquelles sont les plus intéressantes finalement pour venir s'accrocher, je dirais, enfin, pour que les projets puissent se développer actuellement dessus. Si on prend justement un horizon un peu plus large et sur un tableau plus récent, toujours dans la DeFi, donc là on est vraiment sur l'écosystème Solana. Donc là pareil, Solana a fait plusieurs partenariats, que ce soit avec Serum, avec différents oracles. Donc là ça va concerner effectivement tout le lending, le prêt-emprunt. Vous voyez, on peut retrouver le stacking, le prêt-emprunt, les options. Donc là, on est vraiment dans toutes les applications liées à la finance décentralisée. Solana n'accueille actuellement, je dirais, pas beaucoup d'acteurs encore très importants autour de la DeFi. En revanche, sur Ethereum, actuellement, on a quand même pas mal d'acteurs très importants. En tout cas, encore une fois, qui se trouve à peu près dans le top 20 si on regarde le classement global des crypto-monnaies. Je pense à Uniswap, je pense à Aave, je pense à Chainlink. Quoi d'autre? Et ça me semble déjà pas mal. Et tous les stablecoins, effectivement. Donc, DYDX, c'est aussi un peu DYDX, c'est un peu, comment dire,
je ne trouve plus, comme FTX, pour celles et ceux qui connaissent un peu ce broker concernant sur les crypto-monnaies. Donc DYDX, pareil, un service de crypto-monnaie. Donc ici, en gros, vous avez les solutions liées à la DeFi. Donc la finance décentralisée et tous les projets sur lesquels les acteurs sont en train de déplacer leurs pions et d'investir pour essayer de développer ce secteur-là. Durant cette première partie, j'ai voulu vous montrer un peu, si vous voulez, les différents aspects qu'on pouvait retrouver dans les crypto-monnaies et surtout les différentes thématiques. Car pour certains, c'est vrai que parfois ça peut être un peu flou de bien comprendre les thématiques et l'utilité des crypto-monnaies. Et effectivement, quand on regarde le Bitcoin ne fait pas du gaming, ne fait pas du métaverse, c'est vraiment une monnaie numérique. Alors que d'autres crypto-monnaies ne sont pas forcément spécialement des monnaies, mais vont être utiles pour d'autres aspects, que ce soit le gaming, la finance décentralisée ou encore les métaverses. Donc vraiment, j'ai essayé à travers ce court format, avant de passer à la revue un peu technique derrière, pour surveiller un peu les crypto-monnaies qui bougent, de vous présenter une vision globale des crypto-monnaies avec, premièrement, le BTC, son rôle, la relation actuellement qu'on a et les corrélations qu'on a avec le marché traditionnel. Ensuite, les altcoins qui, selon moi, surperforment et vont surperformer le marché dans les années, voire les mois à venir. En tout cas, les thématiques clés qui vont s'articuler très clairement et encore tant qu'on n'aura pas de nouvelles thématiques autour de la DeFi, le métaverse, les NFT et le gaming. Donc, avant de passer à la partie technique, est-ce que vous avez des questions sur cette première partie? Et si vous avez pas de questions, je passe directement à la partie technique. Si vous avez des actifs ou des crypto-monnaies que vous souhaitez que j'analyse, dites-le moi tout de suite dans le chat. Comme ça, moi j'en ai noté quelques-unes. Les plus grandes, notamment Bitcoin, Ethereum, Polkadot, Uniswap, Chainlink et Cardano. Mais si vous avez, vous, d'autres crypto-monnaies et vous souhaitez que je les analyse, eh bien, n'hésitez pas à me le dire dans le chat. Ok, donc pour l'instant, pourriez-vous analyser Atom? Très bien, Atom, c'est noté. Alors, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, donc que pensez-vous du CRO? Ok, je reviendrai dessus juste après. Parfait, donc s'il n'y a pas de questions sur, en gros, l'introduction un peu sur les crypto-monnaies et les différentes thématiques, on va tout de suite passer à la partie technique et mettre en place un peu les stratégies justement et les perspectives, en tout cas les prévisions de marché qu'on pourrait avoir pour cette année. Donc, je vais tout de suite partager avec vous mes graphiques. Alors, on va commencer avec le Bitcoin. Alors, concernant le BTC, actuellement, comme je vous le disais, on est dans une phase de tendance baissière. Oui, effectivement, si on regarde le Bitcoin à long terme, pour un investisseur long terme DCA, c'est haussier. Là-dessus, je suis d'accord. Mais à court terme, pour l'instant,
voilà, en échelle logarithmique, effectivement, c'est un actif qui est haussier, mais qui traverse différentes phases avec des drawdowns parfois conséquents et à faire tourner la tête. Généralement, le Bitcoin peut marquer des drawdowns, des chutes de 50 voire 80% avant de repartir. Donc, effectivement, pour se rassurer, si on prend la vision à très long terme, effectivement, le BTC est haussier en échelle logarithmique. Maintenant, à court terme, du moins depuis le mois de novembre, on a une corrélation qui est assez frappante avec le Nasdaq, je trouve. Comme je vous le disais, si le Nasdaq perd 5%, le BTC va en perdre 10%. Vous voyez qu'avec les tensions liées à l'Ukraine depuis ce week-end, le BTC a déjà perdu quasiment 18%, alors que le Nasdaq a à peine perdu 4%. Donc, mon avis et mon scénario pour les mois et les années à venir, en tout cas surtout les mois pour cette année 2022, c'est qu'on pourrait avoir une sorte de range sur ce BTC, un grand range de long terme et de consolidation, entre 66 000 et pourquoi pas 33 000, voire même 30 000 $. Actuellement, j'ai cadré un peu cette phase de consolidation à l'intérieur d'un canal. Ici, je note qu'on a quand même 2 points de contact, on a déjà fait nos 3 points de contact, donc à très long terme, plusieurs scénarios, j'ai plusieurs scénarios en tête. Le premier, c'est vraiment phase de consolidation dans un énorme range, auquel cas, effectivement, pour les investisseurs qui font du DCA, donc Dollar Cost Average, donc qui investissent un petit peu à chaque fois sur le BTC, pour se construire une position sur le long terme. Là, je ne parle vraiment pas trading, mais investissement long terme. Effectivement, on arrive sur des niveaux relativement intéressants. On a quand même, comme je vous le disais, un BTC qui vient de perdre quand même 43% de sa valeur. Ce n'est pas rien, mais derrière, on peut très bien aussi perdre 55, comme en perdre 60. En tout cas, notez des niveaux clés et des zones d'intervention pour intervenir. Et là, dans un premier temps, je pense qu'on pourrait avoir un range, si vous voulez, de consolidation entre 44 000 et 33 850 à court terme. Ça permettrait de consolider de nouveau dans cet énorme range qu'on a depuis le mois d'avril 2021, si on se met en données hebdomadaires. Donc, le premier scénario, comme je le disais, ce serait un retour sur les 33 850. Finalement, ça tient, on consolide dans un range et on repart doucement, on casse les 44 000 et on repart dans une dynamique haussière et on sort par le haut de ce range. Le deuxième scénario, ce serait finalement un range plus large, comme c'est le cas actuellement, mais en direction des 30 000. Voilà, là, c'est le pivot clé. Ce serait les 30 000 $. Donc pour moi, les niveaux clés actuellement qui m'intéressent sur le BTC pour tenter des achats, c'est soit 33 850 $ par ici, ce serait la borne basse de notre canal couplée à la borne basse du range de court terme, sur signal de retournement. Si pas de signal, le prochain niveau, ça reste les 30 000 $. Ensuite, ce scénario me semble un peu facile, si vous voulez mon avis. Et personnellement, j'ai un deuxième scénario que j'ai en tête. Ce serait, et c'est celui-là que j'ai envie de privilégier, notamment si le marché action, les marchés actions continuent un peu leur correction. C'est tout simplement le gap qu'on a sur les CME. Donc les CME, c'est là où les investisseurs professionnels, en tout cas, se retrouvent et investissent sur le BTC. Donc, ce sont les futurs, le Bitcoin Future, donc le CME. Et ici, on a un scénario, en fait, tout simplement de gap. Et le marché, si vous pratiquez l'analyse technique, a une mémoire. Les gaps, généralement,
constituent des niveaux clés de marché. Et ici, je note qu'on a un joli gap hebdomadaire à venir combler. Donc, ce serait un des scénarios actuellement que je guette sur le BTC où on pourrait se faire une frayeur, vous voyez, venir combler le gap avant de repartir. Et en fait, je privilégie en fait ce scénario tout simplement parce que j'ai l'impression que c'est un peu simple et que le marché est extrêmement complexe en ce moment et que ce serait trop simple de venir payer ici ou sur les 30 000. En tout cas, tout le monde l'attend à 30 000. Ça, quand c'était ici, c'était la fin du monde presque. Finalement, ça a rebondi. De nouveau, si on retombe sur les 30 000, ça va créer beaucoup de peur. Et j'ai le sentiment en fait qu'on pourrait venir sortir tous les vendeurs, tous les acheteurs, pardon, qui seraient positionnés ici et derrière toutes celles et ceux qui vont se mettre à la vente à la cassure des 30 000 en se disant c'est bon, on valide un double top, c'est la fin, le Bitcoin va retomber. Alors que pas du tout, on est potentiellement dans une énorme zone, si vous voulez, d'accumulation. Donc ça, pareil, difficile à dire actuellement, mais comme on voit sur la vue logarithmique, on pourrait avoir un énorme range, si vous voulez, d'accumulation. Voilà pourquoi j'ai ce scénario en tête, avec une frayeur, pour sortir un peu les acheteurs qui ont mis des stops trop proches, et les vendeurs qui commenceraient à paniquer, et finalement le marché viendrait juste combler ce gap pour ensuite repartir. Donc on aurait un énorme bear trap pour ensuite rebondir. Donc voilà actuellement le scénario que j'ai sur le Bitcoin. Donc 3 scénarios très clairement. Le range, comme on peut le voir de toute façon ici. Le range de court terme qu'on est en train de former. Donc pourquoi pas tenter des achats, mais sur la borne basse de ce range, effectivement avec un retour sur la borne basse de notre canal ici, vers les 33 850 sur signal. Si elle casse, c'est pas grave. Vous voyez ici, on avait aussi un gap. Ce gap-là, il a été comblé quasiment 6 mois plus tard, sur la mèche ici. Donc le marché a une mémoire, et ça c'est très important. Donc pour revenir, phase de range, tenter des achats sur les 34 000. Si ce niveau casse, c'est pas grave, on attendra les 30 000. Et dites-vous bien que si les 30 000 cassent, il ne faudra peut-être pas céder à la panique, comme ça peut être le cas parfois, notamment sur les réseaux sociaux, car on pourrait tout simplement se faire une frayeur, jouer à se faire peur, venir combler ce gap avant de repartir. Donc là, c'est vraiment un scénario que je garde en tête pour 2022, pardon. Concernant l'Ethereum, on voit qu'on a nettement une surperformance de l'Ethereum. Très clairement, notre point bas ici, autant le BTC est quasiment de retour sur le point bas qu'il avait effectué au mois de juillet, autant l'Ethereum continue de surperformer. Bon, l'Ethereum actuellement, pareil que le BTC, on pourrait de nouveau avoir un plus gros range, si vous voulez mon avis, et venir retourner sur les 2350. Pour l'instant, on a une grosse zone clé, je vais enlever l'Ishimoku dans un premier temps, où on a des zones, en fait. Et il faut, ce que je dis souvent, c'est intervenir uniquement sur les zones et se positionner soit à l'achat, soit à la vente sur les grosses zones de marché et ne rien faire tant finalement que le marché n'arrive pas sur ce gros niveau. Donc là actuellement on est quand même une très belle zone à 2545 pardon 2500 et en données mensuelles ça correspond, vous voyez, au retracement de 50% de la dernière vague de hausse. Donc là, pareil, j'estime qu'on est sur un niveau clé. Si je mets l'Ishimoku ici, ça va être mon plaquis jaune, hop, juste ici. Et on avait une divergence mensuelle qui a parfaitement fonctionné.
Donc généralement, quand on a une divergence mensuelle, enfin, une divergence tout court, le marché a tendance à retracer 50%. En 2018, on en avait une aussi, le marché a retracé plus de 50%, mais on était un peu dans cette phase de bulle spéculative sur les crypto-monnaies, donc le marché a perdu entre 80 et 90% avant de repartir. Aujourd'hui, j'estime qu'on n'est pas du tout dans une bulle spéculative, on est juste un marché qui est monté un peu haut, un peu vite, un peu fort, qui a lui aussi besoin de souffler, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, mais il convient d'intervenir sur des niveaux clés. Et donc là, effectivement, sur l'Ethereum, on a une très belle zone à tenir en données mensuelles ici. Donc pareil, si vous faites du trading, eh bien forcément, mieux vaut intervenir sur des zones clés. Pour quelqu'un qui fait du DCA, effectivement, qui a une vision à très long terme, 3, 4, 5 ans, commencer à accumuler un peu d'Ethereum sur ces niveaux-là ne me paraît pas dérangeant, en tout cas. On vient quand même de perdre quasiment plus de 50%. On est sur des gros niveaux clés. Bien évidemment, on peut toujours aller plus bas, mais comme je vous le disais, si vous faites de l'accumulation pour des années, voire des mois à venir, on est quand même retourné sur les niveaux de août, juillet 2021. Maintenant, effectivement, si mon scénario sur le Bitcoin se réalise, l'Ethereum ne va pas faire cavalier seul, effectivement. Même si on a une surperformance, je vous l'accorde, l'Ethereum ne va pas grimper en flèche, tandis que le BTC perd encore 10 ou 15%. Donc derrière, la deuxième zone clé, selon moi surveillée, ce serait un retour vers les 1950. Voilà les gros niveaux à surveiller, 1950 et 1730. Ah. Sur les crypto-monnaies, effectivement, souvent certains disent buy the dip. Pourquoi pas? Autant sur les actions, on a une méthode qui s'appelle le trend following, qui consiste à payer toutes les cassures des anciens plus hauts. Mais cette méthode-là ne marche pas toujours sur les crypto-monnaies. En revanche, effectivement, qu'on a des grosses chutes et qu'on retombe sur des gros niveaux mensuels ou hebdomadaires, derrière, on a souvent des grosses réactions. Donc ici, encore une fois, on voit très clairement qu'on a une très grosse zone, donc je l'ai tracé en orange, qui est notre niveau de 50% de la dernière vague de hausse, couplé avec notre plaquette jaune. Donc ça, c'est un niveau clé. Et derrière, malheureusement, si le marché ne tient pas, actuellement en tout cas, je note pas de chandelier de retournement, j'ai l'impression que c'est un peu fébrile ici, je n'exclus pas un retour sur les 1950, voire même les 1730. Et pareil, finalement, avoir un peu une énorme phase de consolidation dans un énorme range. Tac, là, à peu près ce canal qu'on a aussi sur le BTC. On le retrouve à peu près pareil sur l'Ethereum. Donc, vous voyez, on va tracer sur le BTC. Bon, pourquoi pas retomber dans ce cas-là. Scénario 1, comme sur le Bitcoin, phase de range à court terme, entre 3250 et notre zone actuelle un peu plus bas, 2375, pardon. Et en cas de cassure, si le scénario se réalise sur le BTC, qu'on va combler ce fameux gap, eh bien, pourquoi pas de nouveau chercher plutôt des achats sur la zone des 1950 ou des 1730. On m'avait demandé Atom. Cosmos. Donc effectivement, Cosmos, Atom, c'est des cryptos, c'est l'Internet des blockchains. J'en entends beaucoup parler en ce moment. Je sais que certains parlent d'objectifs d'ici les $100, d'ici la fin de l'année de 2022.
effectivement, on est sur une crypto qui surperforme, en tout cas, par rapport à d'autres altcoins, un peu comme le domaine du métaverse. On a un très beau range actuellement qui est en train de se construire. Hop, donc il est juste ici. Voilà. Donc Atom et son range. Effectivement, quand on voit l'Ethereum, qui est pas loin de son creux du mois de juillet, comme beaucoup de cryptos, certaines cryptos sont même retombées et ont même enfoncé le creux du mois de juillet, qu'on voit des crypto-monnaies comme Atom, là on est dans des cryptos qui surperforment. Et c'est ce type de crypto-là que vous devez chercher si vous tradez les crypto-monnaies dans un marché baissier, en tout cas. C'est les valeurs qui surperforment. Donc, effectivement, à court terme, comme je vous le disais sur l'Ethereum et le Bitcoin, effectivement, c'est baissier selon la théorie de Do depuis le mois de novembre, des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas, donc ce qui caractérise la tendance baissière. Mais si on dézoome et qu'on regarde en vue mensuelle, voire en log, en vue logarithmique, effectivement, on a le sentiment d'avoir un énorme range de consolidation et on pourrait avoir une grosse phase vraiment de consolidation en 2022 entre 30 000 et 68 000 dollars sur le BTC. Et donc, dans cette phase de consolidation, il faut chercher les actifs qui sont susceptibles de générer de la performance et tout simplement de surperformer. Et effectivement, je trouve que Atom fait partie de ces crypto-monnaies qui actuellement résistent plutôt bien dans la baisse. Si on prend depuis son point haut ici, bon, on a quand même eu 43%, mais globalement, on a des altcoins, comme je vous le disais, on fera le point juste après, qui ont quand même perdu déjà 70 ou 80% de leur valeur. Et donc, pour moi, Atom fait partie des rares cryptos actuellement qui, si le marché repart, devraient repartir encore plus fort. Donc là, énorme range de consolidation sur cette crypto. Bien évidemment, on voit tout de suite les niveaux clés où il faudrait intervenir. Donc, de nouveau, ce serait sur la borne basse de ce range. Là, on a quand même... Hop. Donc là, pour moi, on a un très gros niveau à mettre à profit une nouvelle fois. Ce serait autour des 20 dollars si la crypto-monnaie retombe sur ce niveau, puisque finalement, depuis quasiment 3-4 mois maintenant, on est dans un énorme range. Et derrière, pareil, si on est dans une phase un peu d'accumulation, effectivement, la sortie par le haut de ce range pourrait propulser, à mon avis, la crypto-monnaie en direction des 60, voire 80 dollars. Je sais que certains, comme je vous le disais, tablent sur 100 dollars sur Atom. Bon, je ne prendrai pas le risque de vous annoncer de tels pronostics, mais en tout cas, d'un point de vue technique, en tout cas, la sortie de ce range, si on reporte la hauteur, ça peut déjà donner des objectifs aux alentours de 60 dollars. Donc là, la stratégie de trading range, c'est de se positionner à l'achat en bas et à la vente en haut sur signal. Maintenant, si je me mets en données weekly, et en données weekly, effectivement, c'est haussier dans le sens où on est toujours soutenu par la moyenne mobile 50. Vous voyez comment on la travaille, cette moyenne mobile 50? Effectivement, je pense que je pourrais tracer une oblique ici, mais je suis toujours impressionné par la pertinence de la moyenne mobile 50 ici, qui est haussière et les prix continuent à la travailler en s'inscrivant finalement toujours dans ce fameux range. Voilà pourquoi on a des gros niveaux, 1 ici, sur la moyenne mobile 50, 2 le bas du range. Un niveau intermédiaire un peu plus bas, ce serait juste ici. Et une résistance quand même assez importante, une zone de résistance en données hebdomadaires, on la voit tout de suite, elle est là. Et les mèches ici, les corps, toutes les mèches. Donc voilà un peu les gros niveaux à surveiller sur Atom.
Niveau intermédiaire, très clairement, pour moi ici, c'est pas un gros niveau. On a juste le soutien de la même 50, mais un gros niveau de support, bah, ce sera clairement la borne basse du range. La zone juste en dessous, si on est amené à casser, à se faire une frayeur. Et derrière, viser effectivement les 44,50 et en cas de cassure par le haut, reporter la hauteur du range pour au moins aller chercher 60 voire 70 $. Solana. Alors, Solana, c'est une crypto qui a vraiment explosé en 2021, notamment avec la vente de NFT liés à des singes, je crois, et je me souviens plus des. C'est pas les Bored Ape, je me souviens plus exactement du nom des singes qui ont propulsé Solana. Bien évidemment, et il n'y a pas que ça. Comme je vous le disais en introduction, c'est aussi le fait que cette crypto-monnaie se démarque d'une part par son consensus, à savoir la Proof of History au lieu de la Proof of Work. C'est frais, car demain vous voulez vous échanger des Ethereum et vous passez par le réseau Ethereum, les frais sont juste monstrueux, alors que sur Solana, les frais sont ridicules. Forcément, ça aussi, les frais, la vitesse de transaction, la rapidité, la scalabilité font que Solana donne l'impression d'être une blockchain complète. Ensuite, on a quand même eu quelques coquilles derrière. Je sais que les développeurs ont dû arrêter la blockchain durant un jour, étant donné qu'ils ont eu des attaques DAO. Donc ça, pareil, c'est bon. On voit que qu'elle n'est pas totalement terminée, qu'elle n'est pas totalement complète. Aucune actuellement des blockchains n'est complète. Ce qu'on voit Ethereum, il y a toujours des mises à jour qui vont être, qui sont attendues en tout cas pour désengorger le réseau. Mais effectivement, ce sont des petites coquilles qui derrière ont coûté cher à Solana. Alors que à la base, début 2020, elle valait 4 $. On est quand même monté à 250 $. Bon, une fois qu'on a dit ça, comme je vous le disais, Solana actuellement subit, je trouve, vraiment de plein fouet la baisse. Quand on regarde Atom qui perd 45%, Solana, depuis son point haut, on a quand même perdu 70%. Donc là, on a quand même une nette sous-performance de Solana. Maintenant, d'un point de vue, encore une fois, des zones qui vont m'intéresser, on est de nouveau sur des zones clés. Vous voyez, ici, je vous disais, les divergences, généralement, on retrace 50%. Donc, c'est fait. Mais sur Solana, autant on avait la même sur l'Ethereum. Hop, si je repasse ici en mensuel, vous voyez, notre divergence baissière, paf, pour l'instant, ça a arrêté sur les 50%. Autant sur Solana, ce qui montre la sous-performance à court terme, effectivement, ça a arrêté sur, on a déjà même percé les 61,8. Donc là, ce qui montre quand même la sous-performance de cette crypto-monnaie. Maintenant, si vous êtes toujours intéressé par cette crypto, effectivement, même constat, à court terme, la dynamique est à peu près la même. On a soit un fameux range qui va se construire, donc juste ici. Je vais nettoyer un peu le graphique. Hop, hop. Enlever mes zones. Recadrer. Hop, voilà, ce sera un peu plus clair. Donc de nouveau, un range, comme sur le Bitcoin, comme sur l'Ethereum qu'on est en train de construire. Vous voyez que la borne base de ce range s'aligne parfaitement ici, et derrière, le prochain support est un peu plus bas. Et ensuite, on est par ici. Donc voilà les gros niveaux, pour moi, sur Solana à surveiller. Donc, effectivement, après 70% de baisse, encore une fois, si vous êtes un investisseur DCA, ça peut paraître intéressant de profiter d'une telle baisse. En trading, on attendra quand même un signal sur la borne basse du range. Pour le moment, comme sur pas mal de cryptos, j'observe pas de signaux de retournement. Vous voyez ici, on n'a pas
on n'a pas beaucoup de volume, on n'a pas un avalement haussier, une étoile du matin, bref, un signal technique qui pourrait nous dire effectivement la crypto est enfin mûre pour rebondir. Et on est toujours sur des plus hauts et des plus bas, de plus en plus bas. Toujours une tendance haussière. Effectivement, si vous préférez attendre un redémarrage haussier, dans ce cas-là, il faudra attendre la cassure, en tout cas la confirmation des 115 pour repartir dans une dynamique haussière. En tout cas, inverser la tendance. Car là, comme je vous le disais, on est toujours dans une tendance baissière. On peut très bien casser les niveaux de support. Et après, c'est effectivement essayer d'attraper le point bas. Mais essayer d'attraper le point bas, c'est juste impossible et vous ne l'aurez jamais. Donc, soit en trading, on attend un signal de retournement, on place un stop loss sous les plus bas et on tente la reprise haussière. Soit si on fait de l'investissement en DCA, eh bien, on rentre petit à petit sur des gros niveaux de support dans une optique de long terme. Effectivement, là, pas besoin forcément d'attendre un signal de retournement, mais une méthode d'accumulation sur les gros niveaux de support en investissant un petit peu à chaque fois. Donc voilà un peu les gros niveaux que j'ai actuellement sur Solana. Effectivement, ça reste baissier, je trouve. J'ai pas de. C'est vraiment une crypto qui a profité de 2021 et qui a vraiment surperformé l'ensemble du marché. Mais encore une fois, on est peut-être monté un peu haut, un peu vite, un peu fort. Elle valait $1, on est monté à $260. Comme on dit souvent en bourse, les investisseurs brûlent ce qu'ils ont adoré. Et donc, je trouve que Solana en est le parfait exemple. Donc voilà un peu des cryptos qui actuellement peuvent être intéressantes dans un point de vue, dans une optique de long terme. Effectivement, si vous êtes convaincu que Solana sera une blockchain qui va être utilisée par des millions d'utilisateurs dans les années à venir, effectivement, pourquoi pas investir dessus, mais dans des phases de trading, comme je vous le disais, mieux vaut aller sur des thématiques clés. Par exemple, si on prend Mana, Decentraland, si je viens de la trouver, Mana, ici. Hop. Donc Mana, ça reste quand même haussier toujours. Donc là, c'est suite aux annonces de Mark Zuckerberg d'investir dans le métaverse. Bon, derrière, ça a quand même bien explosé, mais ça reste des actifs intéressants en tout cas, et qui ne sont pas encore dans une grosse dynamique baissière. Pareil, on s'est fait une frayeur, finalement ça tient. Sentiment qu'on est un peu sur un gros niveau de support autour des 2,44, on en est un peu plus bas. On est en train de se stabiliser, consolider. Donc là, ici, c'est sûr, on est parti un peu clairement trop fort, trop vite. Besoin de respirer. Un marché, pareil, si depuis le point haut, hop, voilà, on perd 50%. 50% aussi. Hop. Mais qui n'est pas retombé sous les plus bas de juin-juillet, finalement. Et donc ça, c'est pareil, c'est des configurations graphiques qu'il faut surveiller. Car certaines cryptos avaient dépassé les plus hauts du mois de mai, comme le Bitcoin, quand il avait fait ses 68 000 $. On est retombé sur des niveaux assez bas, mais on a même cassé les niveaux du mois de juin, juillet, lorsqu'on a eu le dernier gros mouvement de marché baissier. Et donc ça, forcément, ce sont un peu les cryptos à éviter, je trouve, puisqu'elles sous-performent en fait. Et le but, c'est vraiment de s'intéresser à des cryptos qui actuellement, même si le contexte est particulier, compliqué, mais qui arrivent à surperformer le marché. Si on prend une dernière, par exemple, Cardano. Cardano, c'est beaucoup de promesses, par exemple. Voilà. Cardano, typiquement, été 2020, elle dépasse les sommets. On était vraiment dans de la surperformance. On attendait la mise à jour.
Mais pour l'instant, c'est une coquille vide, en fait, Cardano. C'est pareil, beaucoup de promesses et rien de concret, malheureusement en tout cas. Et là, on est quand même sur une baisse de 70%. Donc, ce qui est quand même relativement assez énorme. Et là, ce qui me dérange en plus sur Cardano, c'est qu'on a vraiment enfoncé la zone clé des 1 dollar. Vous voyez, on avait vraiment un gros niveau qu'on a travaillé depuis un an. Énorme zone de polarité ici, testé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. C'est reparti, on est monté à 3 dollars. Et là, dernièrement, on a enfoncé ce seuil psychologique, ce prix rond des 1 dollar. Et donc, pour l'instant, je ne vois pas d'intérêt, même pour un investisseur DCA, de se positionner sur du Cardano. Car effectivement, si le Bitcoin perd 5%, Cardano, forcément, en perdra 10 ou 15. Alors qu'une crypto-monnaie comme Mana ou Atom, si le Bitcoin perd, on va dire 5 ou 10%, eh ben, elles perdront que 2 ou 4%. Donc voilà l'importance vraiment de privilégier les cryptos qui surperforment, pardon, plutôt que d'essayer d'attraper un couteau qui tombe parce qu'on se dit que c'est pas cher et qu'à ce prix-là, ça ne peut que rebondir. Pareil, si vous êtes intéressé pour du Cardano, dans ce cas-là, attendez soit un signal de retournement sur des gros niveaux techniques. Effectivement, ici, on avait un magnifique signal de retournement. Quand on a eu la chute au mois de mai, on était venu tester le seuil, énorme avalement haussier, avec des volumes, juste ici. Derrière, on valide le double creux, et hop, c'est reparti. Donc au moins, attendre des signaux. Pas se dire c'est pas cher, j'achète, à ce prix-là, c'est donné. Non, on peut très bien tomber à 68, comme on peut très bien retomber à 39. Donc, en trading, je le répète encore, très important d'avoir des signaux techniques de retournement sur des zones clés pour se positionner. Et en DCA, attendez au moins d'avoir un retournement de tendance. Et donc là, on est vraiment dans un canal baissier et se dire, bon, bah, si les Cardano repassent au-dessus des 1, casse ce niveau, ok, j'ai raté peut-être une partie du mouvement, mais au moins j'ai une confirmation de reprise haussière, car là actuellement c'est totalement baissier et on peut rester encore dans cette phase-là quelques temps. Surtout si le BTC retombe, dites-vous bien que Cardano pourrait perdre le double par rapport au BTC ou à l'Ethereum. Eh bien, écoutez, j'ai fini ma présentation technique sur les crypto-monnaies. J'en avais prévu d'autres, mais j'ai un peu dépassé dans le temps. Ça fait déjà un peu plus de quasiment 1 heure et demie. Toujours un domaine quand même très passionnant, les cryptos, donc c'est dur de s'arrêter quand on est dedans. Mais si vous avez voilà, d'autres crypto-monnaies et que vous souhaitez que je les regarde, que je les analyse, eh bien dites-le moi. Je peux quand même refaire une dernière revue de marché sur certaines cryptos. Si vous avez encore une ou deux cryptos, eh bien je peux encore les regarder ou si vous avez des questions sur un peu les thématiques, des choses que vous n'avez pas compris dans l'introduction, eh bien dites-le moi. Je me ferai en tout cas un plaisir de vous répondre. Je vais quand même regarder dans le chat si j'ai d'autres questions. Alors, on me demandait malheureusement le CRO. Effectivement, alors le CRO, j'ai pas le graphique. Sur ProRealTime, je vais quand même vérifier. Malheureusement, je n'entends beaucoup parler de cette crypto-monnaie. Mais CRO USD, malheureusement, ProRealTime, mccrypto.com, c'est ça. Ah si, je l'ai. J'ai un doute si c'est celle-là. Il me semble que c'est celle-là, CRO, MCO. Je vais vérifier. Casper, je ne l'aurai pas. Ça, c'est une certitude. Cro.
Alors, je ne sais pas si c'est ce graphique. C'est la première fois que je le vois. Crypto.com. Normalement, il me semble que c'est CRO. En tout cas, si on est sur ce graphique, effectivement, bon, pour l'instant, je dirais que c'est assez baissier quand même. On a eu un très beau départ sur cette crypto-monnaie. Je sais qu'il y a, j'en entends beaucoup parler, il y a pas mal de pubs autour de ces cryptos. Après, c'est pas une des cryptos que je suis personnellement, en tout cas. Donc sur les fondamentaux et les perspectives à venir, je pourrais pas vous dire grand-chose. Mais si ce graphique représente vraiment la crypto CRO, effectivement, gros niveau de support. Intéressant de voir cette bougie, surtout qu'on a eu. Et à mon avis, ça peut pas être ce graphique, car je n'avais pas vu autant pour moi, mais ça s'arrête au 8 juin 2021. Donc à mon avis, j'ai pas à jour la crypto CRO, donc je pourrais pas vous en dire plus dessus, à part de la communication marketing que j'entends sur cette crypto. Effectivement, mais d'un point de vue technique, malheureusement, je n'avais pas vu le graphique, mais il semblerait que ProRealTime, en tout cas, a arrêté la cotation le 7 juin, malheureusement. Alors, je n'ai pas toutes les crypto-monnaies sur ProRealTime. À la limite, il faudrait que je me connecte sur un autre exchange. Là, malheureusement, je voulais surtout vous proposer les crypto-monnaies que IG propose. J'en ai d'autres, évidemment. On a pu voir Solana, Decentraland, Cardano, mais malheureusement, ProRealTime actuellement n'offre pas toutes les crypto-monnaies. Ils ont juste recensé, actuellement, j'en ai à peu près 50, 100, et comme je vous le disais, c'est un peu par le classement des capitalisations boursières. Donc j'ai les grosses cryptos et les petites crypto-monnaies ne sont pas encore arrivées, elles arrivent au compte-gouttes. J'ai une autre question. Est-ce qu'il y aura un jour une décorrélation graphique entre le BTC et les altcoins? Oui, je le pense qu'on aura une décorrélation, car c'est vrai que ça peut paraître frustrant, et ça, je peux le comprendre. Effectivement, des personnes qui se disent j'ai investi dans la défi, j'ai investi dans le gaming. Malheureusement, je subis la baisse du BTC. Effectivement, c'est dû à la dominance du BTC. Donc, il faudrait en fait que cette dominance, je vais vous trouver un graphique, dominance du BTC, il faudrait qu'on ait une diminution de cette dominance. Là, actuellement, la dominance du BTC est tellement forte. Je vais lancer le graphique. Est tellement forte, forcément, lorsque le BTC chute, il entraîne toutes les autres valeurs dans son sillage. Là, si je vous prends ici, prise de recul, on va se mettre en données. Hop. Donc là, déjà en 2017, si on regarde en 2017, la dominance du BTC était de 95%. C'était juste incroyable. Donc, tout le reste, les altcoins, représentaient 5%. Derrière, à 37%. Ensuite, ça a explosé et là, on est de nouveau retombé sur les niveaux de 42%, 40%. Mais effectivement, avec le temps, la dominance a tendance à diminuer. Et donc, ça pourrait entraîner une décorrélation avec les altcoins. Là, très clairement, depuis un gros mois, on est dans un range de dominance entre 40% et 50%. Mais au fur et à mesure que l'écosystème va mûrir, va croître, effectivement, la dominance devrait diminuer. Et certaines crypto-monnaies
vont gratter et même gagner des parts de marché au BTC. Donc effectivement, si on a une mise à jour 2.0 sur Ethereum, que les frais de transaction diminuent, que la vitesse de transaction diminue aussi, que Solana devienne une blockchain vraiment complète, pareil pour la Binance Coin. Effectivement, ces blockchains vont attirer des fonds et des investisseurs et derrière, ces cryptos vont gagner des parts de marché. Donc, ce qui va permettre une nouvelle fois une diminution de la dominance du BTC. Donc voilà un peu ce qui pourrait permettre d'avoir une décorrélation. Ça deviendrait intéressant d'avoir justement cette décorrélation et de ne pas subir, un peu comme si vous voulez sur le marché action. On le voit actuellement, on a des valeurs clés, on a des valeurs technologiques, on a des valeurs dites value, on a des valeurs de croissance, on a des valeurs liées à l'énergie, aux matières premières. Et quand le Nasdaq perd 10%, et ben les valeurs pétrolières ne perdent pas 10%, bien au contraire, elles peuvent même gagner. Là, on a l'impression en fait qu'on a quand même plusieurs thématiques, gaming, metaverse, NFT, défi, Bitcoin, mais si le Bitcoin perd 10%, malheureusement, toutes les cryptos tombent. Donc, ce qui montre en fait que le marché a encore besoin de mûrir pour vraiment faire comme sur les marchés traditionnels et avoir des classes d'actifs. Et on pourrait derrière assister à des rotations sectorielles dans un marché mûr en fonction des domaines clés, que ce soit le gaming, la défi ou quoi que ce soit, ou peut-être valeur refuge, si demain le BTC devient une valeur refuge, on pourrait avoir des flux entrants et sortants sur ces différents altcoins, car là actuellement, effectivement, on a beau regarder, toutes les valeurs en tout cas, subissent la baisse du BTC. Il y a très peu de valeurs, en tout cas dans les grosses valeurs qui sont haussières actuellement, alors que le BTC perd 40 ou 50%. Donc la raison, selon moi, ce serait une diminution de la dominance. Car là, on a une dominance qui est vraiment écrasante, 42%, même 40%. C'est trop. Ça me fait penser un peu, si vous voulez, aux GAFAM. Quand je vois que les GAFAM, pour ça, je dis souvent que le Nasdaq, c'est un indice qui évolue en trompe-l'œil. En fait, vous regardez le Nasdaq 100, vous le décortiquez toutes les valeurs, il y a toutes les valeurs actuellement qui perdent plus de 50%. Pourtant, on regarde l'indice, et bien l'indice a perdu seulement 15%. Pourquoi? Parce que dans ce Nasdaq, en fait, on a Microsoft, Apple, Facebook, Nvidia, Apple. Et à elles seules, ces valeurs-là, elles pèsent en fait plus de 50%. Leur pondération au sein du Nasdaq 100, c'est 50%. C'est juste énorme. Donc effectivement, on regarde ces valeurs-là, elles n'ont rien perdu, alors tout le reste du Nasdaq s'est complètement écroulé alors que l'indice a perdu seulement 15%. Et c'est à peu près pareil pour le S&P 500. Finalement, en fait, on a des performances un peu, on a une, je dirais pas une déstructuration des prix, mais une fausse impression parce que pareil, ces valeurs-là représentent, les GAFAM actuellement, elles représentent 25% de la pondération au sein du S&P 500, l'indice de référence national, mondial, j'ai envie de dire même, qui est censé justement représenter les 500 plus grosses entreprises. Et à elles seules, 5 entreprises représentent actuellement 25% de pondération. Eh bien, c'est la même chose pour le marché des crypto-monnaies. On a un Bitcoin qui a une dominance, selon moi, qui est encore trop grande, trop importante, ce qui fait que dès qu'il lâche 10 ou 15%, eh bien, il entraîne toutes les autres valeurs à la baisse. Et lorsque le Bitcoin vaudra peut-être 10 ou 15%, je pense que les autres crypto-monnaies auront les reins plus solides pour encaisser les baisses et peut-être que parfois elles ne subiront pas les baisses du Bitcoin. Et ça, ce serait dans un horizon de temps plus grand, plus large, peut-être d'ici, je ne sais pas, plusieurs trimestres, plusieurs années. En tout cas, il faudrait laisser du temps au marché pour qu'il puisse vraiment mûrir et croître plus sereinement. Alors, je vois qu'il n'y a plus de questions. En tout cas, je fais un
un dernier checking pour être sûr de rater aucune question. Et après, je pense qu'on pourra terminer ce webinaire. Effectivement, j'ai d'autres questions concernant les autres cryptos. Malheureusement, comme je vous le disais, je ne les ai pas sur TradingView. En tout cas, ouais, le CRO, c'était ça. On me demandait pour le CRO. En tout cas, je ne les ai pas sur ProRealTime. Mais le CRO, pareil, crypto qui est quand même bien reparti dans une tendance baissière, je trouve. Pareil, le cours divisé, on a perdu quasiment, on a tapé les 1 $, on est retombé sur les 40. Bon, pour l'instant, ça reste baissier. Gros niveau de support à 0,32 par contre. Là, on voit très clairement, pareil, c'est une grosse zone, à mon avis, qu'il faudra mettre à profit. Comme sur l'Ethereum, comme sur Solana, comme sur le Bitcoin, si on a un range qui doit se mettre en place là actuellement, eh bien, attendez un retour sur la borne basse du range. Donc, ici, les 0,33, les 0,34, et vous voyez que ça correspond effectivement à ce gros niveau de prix qu'on a juste ici. Et donc, si on doit s'installer dans une phase de trading range, de stabilisation, dans ce cas-là, il faut mettre à profit les gros niveaux de support. Donc pour moi, un niveau clé sur CRO aux alentours de 0,32, 0,33. Très bien. Eh bien, écoutez, je vois qu'il n'y a plus de questions, en tout cas dans le chat. Je vérifie une dernière fois. Sinon, je vais repasser la main à mon collègue pour terminer le webinaire. En tout cas, merci à vous de votre participation, de votre présence. C'est toujours un plaisir pour moi d'animer ces webinaires sur différents thèmes, que ce soit les crypto-monnaies ou les métaux précieux ou encore le marché action avec les marchés traditionnels. Cette fois-ci, c'était les cryptos. À mon avis, ce webinaire sera disponible en replay sur la chaîne YouTube. Et si vous avez des questions ou des graphiques que vous souhaitez me partager, eh bien, n'hésitez pas à me contacter via Twitter directement. Mon profil est public, vous pouvez m'envoyer et partager avec moi par message des graphiques, ou si vous avez besoin d'informations, que ce soit sur les marchés traditionnels ou sur les cryptos, eh bien, je me ferai un plaisir de vous répondre, en tout cas. Super, eh ben, merci à vous Daniel, merci à vous Antoine, merci à toutes celles et ceux qui ont participé. Et écoutez, je vous souhaite une excellente soirée, de très bons trades. Soyez prudents sur les marchés, surtout sur les crypto-monnaies. Pensez à bien diversifier votre portefeuille. Ne mélangez pas trading et investissement long terme et DCA. Et surtout, n'oubliez pas vraiment de passer du temps à creuser les crypto-monnaies, à vraiment chercher à comprendre le fonctionnement, je dirais, à potasser le plus possible ce secteur, car effectivement, à mon avis, il est plein d'opportunités, mais comme il y en a beaucoup, il est très important vraiment de se documenter, de se renseigner correctement pour effectuer derrière les meilleurs choix d'investissement. Très belle soirée à vous et à très bientôt pour un prochain webinaire. Merci beaucoup, Joris, et merci à vous d'avoir participé à ce webinaire. Donc, j'espère que ces perspectives ainsi que ces stratégies qui ont à voir avec les crypto-monnaies vont vous aider dans vos prochains trades. Juste avant que l'on se quitte,
Je vous avais juste qu'à la fin donc de ce webinaire, vous aurez un sondage afin qu'on puisse améliorer notre format de webinaire. Donc, on vous demandera quel est votre avis par rapport au sujet qui a été choisi ce soir. Et puis éventuellement des suggestions parce que nous cherchons toujours à nous améliorer au niveau du support académique que nous proposons chez IG Bank. Donc, au nom de tous mes collègues et de l'équipe IG Bank, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.